Karl von Clausewitz, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Tout à fait vrai du temps de Napoléon, encore plus vrai aujourd'hui avec les guerres économiques qui sont des continuations de la politique par d'autres moyens. Mais c'est Clausewitz aussi qui a dit qu'il y a un brouillard de guerre, parce que la première victime de la guerre, c'est la vérité. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Il y a donc un brouillard de guerre, ça veut dire qu'en situation de guerre, l'information est imparfaite. Ça, c'est le point le plus important. En situation de guerre, l'information est imparfaite. C'est toujours comme ça. Dans une bataille ou dans une guerre, sur plusieurs années, l'information n'est jamais parfaite. D'abord parce que s'il est intelligent, votre adversaire va essayer de vous intoxiquer avec de la mauvaise information. Et puis, si vous-même vous n'avez pas pris les bonnes dispositions, vous n'avez pas un réseau de renseignement suffisamment informé et suffisamment déployé. L'information, autant que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Seulement, en situation de crise, en début de crise, on a peu d'informations et peu de morts. Et en fin de crise, on a toute l'information et tous les morts. Et ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que plus on attend, plus on a de morts, mais plus on a d'informations. En situation de crise, l'information se paye en morts. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas payer pour l'obtenir, c'est ça qui est tragique et c'est ça qui fait que la décision en temps de crise peut être difficile. En temps de crise, l'information se paye en morts, parce que l'information est imparfaite. En temps de paix, l'information est facile à obtenir. En temps de paix, d'ailleurs plus on est en paix, plus on coopère, plus l'information est facile à obtenir. Plus on est en guerre, et on est toujours plus ou moins en guerre, par exemple en guerre économique, plus l'information est coûteuse. Et plus l'intensité de la guerre augmente, plus le coût de l'information augmente. C'est pour ça que les premiers de la classe sont des gros nuls en gestion de crise, des tanches, des blaireaux, des nazes. Je ne peux pas dire les choses autrement. Parce que les premiers de la classe, ils sortent de 10, 15, 20 ans où ils ont appris que l'information était toujours parfaite, totale. Pourquoi ? Il y a deux sources, il y a les manuels et il y a la maîtresse. Et donc, quand j'ai besoin d'une information, je vais voir la maîtresse ou les manuels. Et l'information est totale, elle est parfaite, elle tombe, elle est claire. Donc, quand on a une mentalité de premier de la classe, une crise, ça nous largue. Et la première chose qu'on voit avec les premiers de la classe en situation de crise, c'est que dans un environnement d'information fondamentalement imparfaite, ils vont se précipiter petit 1 pour répéter que l'information est imparfaite. Regardez, l'information est imparfaite. Petit 1, c'est la première chose qu'ils font. Ils se jettent pour dire « Regardez, l'information est imparfaite ». Ce qui est une évidence, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que l'information est imparfaite en temps de guerre. Et petit 2, deuxième réaction débile du premier de la classe en temps de crise, attendre que l'information devienne parfaite, c'est-à-dire attendre la fin de la crise. Car l'information n'est parfaite qu'en fin de crise, c'est comme ça que ça se passe. Prendre des décisions en environnement informationnel imparfait, ça nécessite une grande flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive est un sujet d'étude en neurosciences cognitives. Il existe un test qu'on appelle le test du Wisconsin, dans lequel on peut tester la flexibilité cognitive des gens face à leur conditionnement, face à leur renforcement positif. Et inutile de dire encore une fois qu'un conformé, en un seul ou en deux mots, eh bien, il a subi une longue conformité, conditionnement de renforcement positif pour lui apprendre qu'il ne faut surtout pas prendre de décision en situation d'information incomplète. Le problème, c'est qu'au XXIe siècle, les situations d'information incomplète, elles vont être permanentes. Permanentes. Là, on a la crise de la coronavirus disease 2019, mais il y en aura plein d'autres. Parce que tout s'accélère et qu'on est dans un monde de plus en plus compliqué. Et donc, prendre des décisions dans un environnement d'information incomplet, c'est nécessaire. C'est même la vertu principale. C'est peut-être ça qui fait que les diplômes se dévalorisent de plus en plus. C'est peut-être ça qui fait que la formation d'écoles comme 42, par exemple, devient de plus en plus intéressante. Parce qu'une formation qui vous a appris qu'on ne peut pas prendre de décision tant qu'on n'a pas les informations totales est complètement inadaptée au XXIe siècle. Et d'ailleurs, il y a un phénomène comme ça, on appelle ça l'effet de surjustification. J'en ai beaucoup parlé dans mes conférences. On fait faire un test de créativité à des gens. Alors c'est un test très simple. Ils ont une boîte avec des punaises, une bougie, des allumettes. Et le test consiste à faire en sorte que la bougie puisse s'allumer
et sans qu'une goutte de cire tombe sur la table. Et la façon de résoudre ce test, c'est vous videz la boîte de ces punaises, vous la punaisez au mur, vous mettez la bougie dans la boîte et vous l'allumez, la cire ne tombera pas sur la table. Ce test consiste à voir si les gens arrivent à voir la boîte de punaises comme autre chose qu'une boîte qui contient les punaises. Mais l'aspect important de ce test, c'est que on l'a essayé dans deux circonstances très différentes. La première, c'est si vous avez résolu le test, je vous donne de l'argent. Et la deuxième, c'est si vous avez résolu le test, je vous donne une poignée de main. Et ce qu'on observe par cet effet de surjustification, eh bien, c'est que le groupe de la poignée de main performe mieux. Parce que quand on donne des récompenses aux gens, on les rend plus étroits cognitivement, on leur met des œillères, ce qui peut être une bonne chose. Si jamais on cherche à optimiser un procédé, ça peut être une très bonne chose. Mais dans un procédé qui est en dehors des manuels, c'est catastrophique. Et prendre des gens conditionnés, prendre des gens qui ont été normés toute leur vie et qui ont fait du conditionnement une vertu, en temps de crise, c'est la mort assurée. Parce que comme l'avait dit Ulysse Grant, sans vouloir dénigrer les manuels, si vous faites la guerre en suivant les manuels, vous la perdrez. On ne gagne pas une guerre en suivant les manuels, c'est une certitude. On ne gagne pas non plus une guerre en détruisant tous les manuels. Mais en suivant parfaitement les manuels, on perd la guerre, c'est certain. L'effet de surjustification nous démontre que quand on conditionne les gens, quand on les renforce, eh bien on réduit leur créativité. Or dans une situation de crise, c'est de la créativité, de l'improvisation, et bien entendu du bricolage qu'il faut. Le premier de la classe, au fond, peut devenir un criminel en temps de crise, un criminel. Dans une situation où le conditionnement n'a pas réussi à éviter une crise majeure, la mentalité de premier de la classe peut devenir criminel. Et c'est celle-là qui a été décrite par Bourdieu comme Homo academicus, par Foucault également dans ses travaux sur le monde académique, et puis par tant d'autres, et que je résume par académicard. Bon. Bien évidemment, tout universitaire n'est pas un académicard, en aucun cas. Mais tout de même, une minorité d'académicards peut vous faire prendre des décisions catastrophiques en temps de crise. Pourquoi ? Parce que la situation de l'information n'est pas totale, parce qu'en temps de crise, en temps de guerre, l'information n'est jamais parfaite. Et il faut accepter qu'on va devoir prendre des décisions dans un environnement informationnel imparfait. Mais encore une fois, le bon élève, la première chose qu'il va faire, c'est de signaler « Madame, l'information n'est pas parfaite ». Évidence absolue, qui ne fait avancer absolument rien. Et petit 2, attendons l'information parfaite, qui n'arrivera pas, sauf quand les morts seront passés. Alors je l'ai vu dernièrement, j'ai notamment noté l'importance des masques. Dans la crise du Covid 2019, ce qui ressort de Taïwan, de Hong Kong, qui sont vraiment les meilleurs dans cette crise, parce qu'ils n'ont eu, je crois, à eux deux pour l'instant, que 4 ou 5 morts au total. Taïwan, Hong Kong, 4 ou 5 morts au total. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelles sont les leçons qu'on doit retenir d'eux ? Eh bien qu'il fallait, dès le début, masquer ce qu'a fait la République tchèque, probablement en piquant un stock italien, mais elle l'a fait. Un stock destiné aux Italiens. Masquer, ça c'était le premier point, première ligne de défense, masquer. Ensuite, tester, bien entendu, puisque c'est exactement comme pour le VIH au fond, hein. C'est il faut masquer, il faut tester. Bon. Masquer, le masque est l'équivalent de la capote, hein, si on veut faire simple. Masquer, tester, tracer, dès que quelqu'un est testé positif, on le suit, on sait exactement où il est allé, qui l'a rencontré. C'est l'équivalent des fadettes, hein, les factures téléphoniques détaillées. Petit clin d'œil. Masquer, tester, tracer, traiter. Traiter. Une fois que la personne a un syndrome qui évolue, on la traite bien entendu, et ce que préconisait Raoul, c'était de traiter dès le début. Dès le début, pour réduire la charge virale. Alors dernièrement, j'ai donc mis un tweet où je montrais, voilà, c'était une belle image du Financial Times, avec quelqu'un qui l'avait reprise en disant « Regardez ceux qui ont masqué, ceux qui n'ont pas masqué ». Et ensuite, j'ai expliqué que ça n'expliquait pas tout, que c'était une corrélation et qu'on ne peut pas tout de suite dire si une corrélation est causale ou pas. Mais immédiatement, une bande de gens bon point madame la maîtresse arrive en disant « Ah, regardez, c'est une corrélation, c'est pas forcément un lien de cause à effet. » Oui, c'est ça, prendre une décision dans un environnement informationnel imparfait. Et pour bien comprendre cet exercice, qui est un exercice intellectuel comme on peut avoir un exercice physique, il faut s'y entraîner. Eh bien, exercice pour la prise de décision en environnement d'information imparfaite.
T'es prêt à parier combien, du con, que cette corrélation entre port du masque et gestion parfaite du coronavirus n'est pas une causation, n'est pas une causalité? T'es prêt à parier combien de vies humaines que cette corrélation est due au hasard, abruti? Parce que si on pose cette question, on y répond. Évidemment, il y a des corrélations qui n'ont rien à voir avec un lien de cause à effet. Par exemple, manger au McDonald's est corrélé à une bonne santé cardiovasculaire. Bah oui, parce que les gens qui vont au McDonald's sont jeunes et que les jeunes ont, en général, une bonne santé cardiovasculaire. Il y a une corrélation entre le chocolat et les prix Nobel en Suisse, par exemple. Consommer beaucoup de chocolat en Suisse et avoir beaucoup de prix Nobel par habitant. Cette corrélation est très certainement due au hasard. Mais les amis, les premiers de la classe, une corrélation entre le port du masque et une gestion de crise qui est la meilleure au monde, à votre avis, elle est due au hasard? Vous êtes prêts à parier combien de vies humaines là-dessus? Tout ça pour vous montrer comment il faut réagir en situation d'information imparfaite. Ça, c'est le point le plus important. Donc évidemment, derrière ce tweet, j'ai tout de suite eu une bande de premiers de la classe qui sont arrivés en disant « Madame, une corrélation n'est pas une causation, je récite ma leçon ». Parce que le premier de la classe en temps de crise, quand il a le choix entre agir, coopérer, améliorer un bricolage et réciter sa leçon, le calcul est vite fait. Il va réciter sa leçon. Parce que le premier de la classe, il a été tellement conformé, tellement conditionné, il a subi tellement de renforcements négatifs ou positifs pour l'orienter vers la conformité et vers la récitation parfaite de sa leçon, qu'il ne peut pas avoir la flexibilité cognitive de comprendre qu'en temps de paix, c'est bien de réciter sa leçon, encore que ça se discute, mais qu'en temps de guerre, c'est clairement une connerie. Et donc, entre réciter sa leçon et essayer de faire avancer la coopération qui va sauver des vies, le premier de la classe, il a choisi. Alors, il m'a été rapporté, par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'Erwin Rommel. Donc, Erwin Rommel, grand général allemand, qui avait eu le coup de génie, avec sa division fantôme qui avançait à toute blinde en France, de renverser ses canons antiaériens pour tirer sur les chars français quand il s'est pris une contre-attaque. Eh ben, ça n'a pas raté. Il y a eu un énième premier de la classe qui est arrivé en disant « Ah oui, mais tout de même, Rommel, il faut savoir qu'il a une légende, et puis c'est pas forcément vrai, et puis il est parti dans tout un cours, à ce qu'on m'a dit, le type, sur « Ah oui, tout de même, il y a une légende de Rommel. » Alors, je vais faire une parenthèse. Oui, il y a une légende de Rommel. Rommel était pas forcément quelqu'un de bien. Cela dit, cette dite légende a été contrée par un négationniste par ailleurs. Bon, c'est une controverse, il y a une controverse sur Rommel. Je veux dire, ça avait tellement rien à voir avec le sujet, mais il y a un type qui est tombé dans la bêtise de réciter sa leçon en temps de crise. Parce que c'est comme ça, quand vous avez un cerveau pétrifié, c'est comme ça, vos mouvements sont réduits. Vos mouvements sont réduits, c'est-à-dire vraiment comme on avait le pauvre John McCain aux États-Unis qui, à la suite d'une blessure au Vietnam, ne pouvait pas lever les bras. Il ne pouvait pas lever les bras, le pauvre monsieur, parce qu'il avait eu une blessure. Et bien, un type qui a subi des blessures comme ça, psychologiques, de renforcement systématique à réciter sa leçon, il ne peut pas faire le mouvement, en temps de crise, d'accepter l'information imparfaite, d'accepter qu'on n'a pas plus d'informations à ce moment-là, mais qu'il va falloir décider quand même, parce que ne pas décider en temps de crise, c'est la pire des décisions. Alors, Nassim Nicolas Taleb en avait parfaitement parlé. D'abord, il avait dit, bon, à l'époque, est-ce que je sais si la chloroquine soigne La réponse est non, je n'en suis pas certain. Est-ce que j'en prendrais si j'étais malade 100% oui, évidemment. Parce que c'était un médicament sur lequel on avait autant de recul, etc. etc. Depuis, alors, on a vu en France 2 interventions. On a eu de tête, je veux dire Karine Lacombe, qui a dit que ce qu'avait fait Raoult était un scandale, était limite criminel. Oui, mais elle avait oublié de déclarer qu'elle avait des conflits d'intérêts majeurs en ayant été rémunérée par les laboratoires Gilead, qui sont bien entendu ceux qui profiteraient le plus de l'absence de succès de l'hydroxychloroquine azithromycine, parce qu'ils ont d'autres médicaments, puis alors Gilead en l'occurrence, ils ont un passif, c'est eux qui ont sorti des médocs contre l'hépatite C à 40 000 $. Donc effectivement, avoir un conflit d'intérêts avec eux et sortir ça, c'est pas glorieux. Mais ça n'a pas non plus gêné un certain Xavier Lescure, si ma mémoire est bonne, pour faire la même chose, dire que ce qu'avait fait Raoult était limite un crime contre l'humanité. Et pareil, une simple petite recherche sur les conflits d'intérêts possibles de ce monsieur ont rapporté qu'il était en conflit d'intérêts vis-à-vis de Gilead et des laboratoires Abbott et BMS entre autres.
etc. Alors une étude italienne était sortie, et elle était en prépublication, qui disait clairement que la chloroquine devait être explorée, clairement. Et là on avait une étude qui était au-delà de l'étude de Raoult, hein. C'était une étude qui disait, oui, la chloroquine, l'hydroxychloroquine précisément, beaucoup moins toxique, il fallait l'utiliser pour voir. Et l'étude était sans appel, c'est une étude qui est sortie donc mars 2020. En réalité, entre un faux espoir et de vraies morts, bon, il est clair qu'il n'y avait même pas à choisir. On va reprendre ces théories de la décision en temps de crise. Entre un faux espoir et de vraies morts, il n'y avait pas de décision, il n'y avait même pas à utiliser son cerveau pour décider. Donc, la leçon à retenir du brouillard de guerre. En guerre, l'information n'est jamais parfaite. C'est une certitude absolue, l'information n'est pas parfaite. Ne pas décider, c'est la pire des décisions. Le premier de la classe, la première chose qu'il va faire, c'est pointer du doigt que l'information est imparfaite et, par son comportement débile, empêcher, ralentir l'obtention de nouvelles informations. Parce que le premier de la classe, de facto, ce qu'il va vous dire, c'est tant que l'information ne sera pas parfaite, je ne l'écouterai pas. Là, je n'écoute pas. Ça, c'est l'attitude débile du premier de la classe. Ne pas écouter tant que l'information est imparfaite. Et oui, malheureusement, l'information parfaite, quand elle arrive, c'est que c'est terminé et qu'on est en train de compter les morts. Le premier de la classe, s'il a le choix entre réciter sa leçon et agir coopérativement en information imparfaite en temps de crise, le calcul est totalement vite fait pour lui. Je vais terminer sur le fait qu'au moment où je tourne cette vidéo, le grand professeur Zhong en Chine, qui est juste le découvreur du coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003, le professeur Zhong a fait péter des données sur 200 sujets traités à l'hydroxychloroquine, où là, avec une p-value de 0,001, eh ben, on a évidemment une réduction significative de la charge virale. Évidemment. Je veux dire, même si on ne l'avait pas eu, on savait que la décision était d'essayer, ça c'est certain. Mais là, les données sont là, elles sont présentes. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le professeur Zhong a sorti, sur 200 cas, une étude très significative sur la réduction de la charge virale sous hydroxychloroquine précisément. C'est même pas le protocole Raoult, qui est hydroxychloroquine plus azithromycine. Alors, d'autres choses encore. Le virtue signaling. J'insiste, c'est un vice. Le virtue signaling, c'est de dire, regardez, je fais bien les choses comme il faut. Je suis là, puis bien sûr, donc c'est regarder madame la maîtresse, concrètement. Virtue signaling, c'est regarder madame la maîtresse. Et bien évidemment, le virtue signaling ne va pas sans shaming, c'est-à-dire, moi j'ai bien fait, mais alors lui, l'élève du cobu, là, le petit Nicolas au fond de la classe, alors lui, il a mal fait, madame la maîtresse. Moi j'ai bien fait, par contre, je suis au premier rang, écoutez-moi. Bon, mais lui, là, il va falloir lui mettre une cartouche. C'est pour ça, bien entendu, qu'il faut être zététicien avec les zététiciens. Parce que la vraie zététique n'existe pas. Elle est devenue une sorte de clergé qui ne vit que du virtue signaling, c'est son fonds de commerce. Et la zététique qui existe, la zététique de comptoir ou de cours, eh bien, n'a jamais été qu'une mafia, et on le voit avec Raoult. Or, une mafia, elle a la particularité précise d'être toujours dure avec le faible et douce avec le fort. La mafia, vous ne la verrez jamais être dure avec quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Le zététicien, vous ne le verrez jamais être dur avec le ministère de la Recherche. Vous ne le verrez jamais être dur avec, je sais pas moi, Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche française qui a rétracté des papiers. Si on avait voulu jouer les Robespierre avec elle, si on avait voulu faire ce qu'on a fait sur Raoult, aller chercher chaque point de détail de toutes les publications qu'il a faites, si on l'avait fait avec la ministre, on aurait vu qu'elle a rétracté des publis. Bon, ils l'ont fait, ces zététiciens au pastis? Non, parce que comme toute mafia, ils sont doux avec les forts et durs avec les faibles. C'est pour ça que ce n'est pas de la vraie sceptique. Et que pour reprendre une magnifique blague de François Pérusse, c'est de la fausse sceptique. Parce que c'est exactement la merde du monde intellectuel. La merde est encore fermentée. On a des gens qui essaient de se faire passer pour des gentils, pour des bons, pour des gens rigoureux, et qui en réalité sont les pires du pire parce qu'ils sont à géométrie variable. Ils vont être durs avec les faibles et doux avec les forts.
Et puis alors avec leurs propres erreurs qui sont mais infiniment nombreuses. Moi dernièrement j'ai publié sur mon site juste une réfutation de certains mathématiciens amateurs qui avaient attaqué sans rien comprendre mes derniers travaux sur le problème de Syracuse. Bon, cette réfutation est sur mon site, elle dégomme leurs arguments point par point, ils se sont jamais excusés. Jamais, de près ou de loin. C'est ça la zététique. C'est un idéal qu'on doit tous employer, mais que dès que quelqu'un en fait son fonds de commerce, fuyez à toute pompe parce que vraiment, vous avez affaire à un clergé. De la même façon que les Borgia, à la Renaissance, avaient réussi à conquérir le Vatican, à conquérir le Saint-Siège. Et ils n'étaient pas plus catholiques que, je sais pas moi, Richard Dawkins. Les Borgia qui faisaient des partouzes représentaient le catholicisme. On a eu cette période-là. Donc ils avaient la tiare, ils avaient tout ce qu'il faut, hein, la mitre, etc., tous les symboles du clergé, et ils pouvaient être là, excommunier des gens, mais ils faisaient des partouzes. Donc, les zététiciens Borgia, sont bien entendu, sans surprise, ont été les premiers à attaquer Raoult. Les premiers se sont jetés sur lui, parce que ce sont des zététiciens Borgia. Parce que, en fait, la totalité de leur démarche intellectuelle ne consiste qu'en du virtue signaling, avec une zététique à géométrie variable. Ce sont des Robespierre pour Borgia, mais pour Frédéric Vidal ou d'autres, alors là, ce sont de grands gentils. Parce que c'est de là que vient le pouvoir et l'autorité. Donc méfiez-vous de cette zététique qui est criminelle, hein, on ne peut pas dire les choses autrement, elle est criminelle. Bon. Méfiez-vous-en. En temps de crise, en temps de paix déjà, elle n'est pas jojo, mais alors en temps de crise, c'est la criminalité la plus totale. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les études du professeur Jong sont profondément significatives sur l'intérêt de l'hydroxychloroquine pour soigner le syndrome à coronavirus. La leçon à en tirer, c'est que l'information n'est jamais parfaite, que vous devez encourager les gens qui créent des morceaux d'information, même et surtout quand ils sont imparfaits, au lieu de leur tirer dessus, prenez le morceau d'information, nettoyez-le, améliorez-le. Je veux dire, le cacao par exemple, en soi ça se mange pas. Si quelqu'un arrivait en voyant un cacaoyer, cette cabosse de cacao n'est pas comestible. Si vous la mettez sous votre dent, elle va vous dégoûter, elle va être dégueulasse. Oui, vous faites ça sur une fève de cacao, vous faites ça sur du café non torréfié, c'est dégueulasse. Vous faites ça sur une olive, c'est dégueulasse. Vous essayez de manger une olive comme ça, crue, sortie de l'arbre, ou un grain de café, ou une fève de cacao, c'est dégueulasse. Mais après, il y a le mec intelligent qui sait qu'il faut la torréfier, qu'il faut la raffiner, qu'il faut la mélanger avec du sucre, avec quelque chose d'autre, et que là, on obtient du chocolat ou du café qu'on peut boire. Eh bien, la recherche, c'est la même chose. Vous devez raffiner les données des autres, vous devez coopérer, surtout quand on est dans une situation, au moment où je faisais la vidéo sur Raoult, on avait dépassé les 1300 morts par jour. À l'heure où je fais cette vidéo, et c'est pas vraiment très longtemps après, eh bien, on a dépassé les 2300 morts par jour, parce qu'on a affaire à un processus exponentiel, on a affaire à un virus qui a le potentiel de tuer 4 à 5% des gens qui l'infectent, ce qui est beaucoup, et on a également un virus qui a le potentiel d'infecter une personne sur 1000 à une personne sur 100. Infecter une personne sur 1000 à une personne sur 100 à l'échelle de la population mondiale et tuer 4% des infectés, vous voyez le nombre de morts que ça peut faire dans un environnement comme celui-là. C'était pas le moment, Jean Bonpoint, premier de la classe, de rappeler qu'il y avait eu certains raccourcis qui avaient été faits dans la bonne foi et la bonne volonté. C'était pas le moment de faire ça. C'était le moment de prendre ce qui pouvait être pris et d'immédiatement améliorer cette recherche et d'immédiatement la pousser plus loin plutôt que d'essayer de distribuer des bons points, comme les zététiciens au pastis l'ont fait. Bien sûr que ces gens auront des comptes intellectuels à rendre, bien sûr, et pas que des comptes intellectuels, des comptes moraux, parce qu'après tout, une mafia, c'est une mafia. Mais les gens sages et intelligents vont devoir se concentrer sur les leçons de cette crise. Les leçons de cette crise, c'est qu'il faut faire des comités où tout le monde ne pense pas pareil. Comme avait dit le général Patton, si tout le monde pense pareil, eh bien c'est qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas.
Il ne faut pas toujours suivre les manuels. Dans la vie, le suiveur lit les manuels, le leader, il les écrit. Et il faut savoir être dans le camp de ceux qui écrivent les manuels de demain, plutôt que dans le camp de ceux qui lisent les manuels d'hier. Surtout à une époque où tout change beaucoup plus vite. Les cycles schumpeteriens qui sont pourtant connus des économistes, où on voit que les vagues d'innovation se rétractent de plus en plus, sont de plus en plus rapides. Dans un monde où tout change, où tout est connecté, où tout est plus systémique, ce ne sont pas les liseurs de manuels qu'il nous faut, ce sont ceux qui vont les écrire, ceux qui vont bouleverser l'ordre établi, même intellectuel. Il faut coopérer davantage. Moi-même, je suis bien sûr un fervent partisan de la revue par les pairs a posteriori. Parce que la revue, et je ne suis pas le premier à l'avoir dit, même Lancet, que j'ai pourtant critiqué dernièrement, même Lancet, qui reste le plus prestigieux journal médical au monde, avait dit qu'il pourrait être intéressant de faire de la revue par les pairs a posteriori. Vous publiez d'abord vos résultats et ensuite seulement on fait une revue constructive, neutre, sans name-calling, sans insulter, sans virtue signaling. Il faudrait signer une charte, il faudrait créer une charte pour tous les scientifiques de ne jamais utiliser le name-calling, insulter quelqu'un, même de façon dérogatoire, de ne jamais, au grand jamais, utiliser des informations en cherry-picking, c'est-à-dire uniquement les informations qui vous arrangent, pour critiquer quelqu'un. Ça devrait être interdit. Bon, le cherry picking, au passage, c'est l'unique méthodologie de tous mes détracteurs depuis 6 ans. Bon. Mais ça devrait être mis dans une charte. Jamais. Le cherry picking, c'est une des pires façons de mentir. Peut-être la pire. Bon. Faites des commissions avec des gens qui ne pensent pas tous pareil. Mettez toujours un outsider dans vos commissions décisionnelles. Toujours. Mettez toujours un outsider. C'est une garantie. C'est une assurance. De la même façon qu'on prend une assurance au cas où on aurait un accident, prenez un outsider au cas où la pensée dominante aurait tort. Même si elle a quand même plus de chances d'avoir raison. Mais prenez un outsider au cas où la pensée dominante aurait tort. Après tout, c'est comme ça que les Anglais ont découvert que la vitamine C pouvait guérir le scorbut. La vitamine C, on l'appelle l'acide ascorbique. Ça veut dire qu'il enlève le scorbut. Et bien comment ils ont fait? Ils ont tout testé. Ils avaient plein de bateaux. À l'époque, il y avait une théorie de gens très sérieux, des types qui étaient médecins du roi et tout, qui disaient que c'était certainement l'air marin qui donnait le scorbut et qui restait coincé dans la moustache. Donc ils ont dit qu'il faudrait couper la moustache. Bon, mais il y a d'autres gens qui ont dit, nous on a vu des indigènes, ils prennent des trucs, des fruits, puis ça leur enlève le scorbut apparemment, faudrait essayer ça. Pouf, rigolez. Oui, mais au bout d'un moment, les Anglais, pragmatiques en diable, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de couper la moustache, ils ont essayé du jus de citron, le jus de citron a marché. Quelques décennies plus tard, on découvrait qu'il contenait une molécule, l'acide ascorbique. C'est comme ça qu'on fait de la vraie recherche, en étant systématique et en essayant. L'essai-erreur. Il n'y a pas d'autre façon de faire de la science. L'essai-erreur. Combien de scientifiques l'avaient oublié? Combien d'académicards l'avaient oublié? L'essai-erreur, c'est comme ça qu'on fait de la science. Les gens disent oui, mais éthiquement, faire un essai-erreur avec n'importe quelle molécule, c'est tout à fait exact, c'est pas possible, parce que ça pourrait tuer des gens. Oui, mais l'hydroxychloroquine n'était pas n'importe quelle molécule, et ça, il fallait vraiment être le dernier des malhonnêtes intellectuels pour ne pas l'avoir rappelé dès le début. Voilà donc les grandes leçons à tirer. Dans une crise, l'information n'est jamais parfaite. Dans une crise, le premier de la classe est votre pire conseiller, parce que lui, on l'a habitué pendant 20, 30, peut-être des fois 40 ans à ne toujours attendre que l'information parfaite. Et quand elle arrive, tout le monde est mort.